Salut les franchises, c'est Suvarov. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du temple et des tactiques pour le capturer lorsqu'il est encore aux mains de ses gardiens. Et après, on va parler un petit peu du temple dans, dans son utilisation après. Euh, le temple, c'est la condition sine qua non pour commencer les événements PVP. Il n'y a aucun événement PVP qui ne peut commencer tant que vous n'avez pas pris le temple. Alors d'un autre côté, vous allez voir que prendre le temple, ça va être très rapide. Euh, donc le temple, à partir du moment où il est ouvert, c'est-à-dire à peu près, en gros, environ 45 jours après le début du royaume, vous allez avoir, vous savez, la liste de tous les événements journaliers que vous pouvez voir à partir de l'obélisque. Et le dernier, c'est le temple qui est ouvert. Au moment où le temple est ouvert, toutes les alliances sont en mesure de l'attaquer. Sauf que à ce moment-là, au moment où il vient juste d'être ouvert, l'attaquer à ce moment-là, c'est la certitude de se faire pulvériser. Par contre, si vous attendez un petit peu, vous allez voir que toutes les 3 heures, si je ne me trompe pas, c'est toutes les 3 heures, le temple perd de la puissance. Et donc il est débuffé au fur et à mesure. Jusqu'au moment où, en gros, euh, 2 alliances suffisent pour le prendre, grosso modo. Donc, on va tout d'abord commencer par jeter un petit coup d'œil à la carte du temple. Euh, Après, on va voir un petit peu quels sont les skills du temple, pour voir ensuite les stratégies à adopter. Et après, on présentera la partie plus PVP. Donc, la carte du temple, on va dézoomer un petit peu. Et on peut voir ici toute la zone du temple. Donc le temple, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un carré, dans lequel on a donc toute la zone du temple, avec 3 ouvertures, donc 3 accès principaux. Donc en général, les gens vont construire des tentes juste devant, là, afin de pouvoir y accéder le plus rapidement possible. À l'intérieur du temple, vous avez bien entendu au centre le temple lui-même, l'Ancient Temple, et vous avez 4 hôtels aux différents points cardinaux. Lorsque vous commencez le jeu, ces hôtels ne sont pas disponibles. Donc si je zoome sur un hôtel, au début du jeu, vous n'avez que la partie supérieure de l'hôtel qui est visible. Le reste est dessous, et en fait, les hôtels sont inaccessibles. Ils ne servent que pour la défense du temple, pour l'ordinateur, et ils ne sont accessibles aux joueurs qu'après la prise du temple. Je vous expliquerai après, du coup, à quoi ils servent. Sinon, rien d'autre. Le reste, c'est tout à fait cosmétique. Le temple lui-même, qu'est-ce qu'il nous propose pour sa défense? Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'évidemment, il a une attaque, ce que j'appelle les boom attacks. Donc c'est une attaque ciblée sur la troupe qui le focus. Euh, et donc c'est une grosse attaque qui fait très très mal. Après, il a une attaque de zone, en gros, en rond tout autour. Et puis il y a le l'appel de 2 types de troupes, très régulièrement. Nord et sud, ce sont des prêtres qui vont apparaître. Et est et ouest, ici, là, sur ces deux-là, ce seront des troupes. Alors, les prêtres vont filer sur le temple pour pouvoir healer la garnison du temple. Les troupes, elles, vont aller casser la figure à tous ceux qui attaquent. Il faut savoir que les troupes et les prêtres vont être invoqués dès lors que vous allez commencer, ne serait-ce qu'à tirer avec des unités de siège sur le temple. Et ça peut continuer pendant à, à invoquer toutes les
à peine... Enfin... je ne sais pas exactement quelle est la vitesse d'invocation, mais c'est très régulier. C'est vraiment très régulier. Et il y a des chances que vous n'ayez pas assez de puissance de feu pour détruire les troupes entre deux spawns. Et vous risquez de vous retrouver submergé assez rapidement. Euh, donc c'est quelque chose dont il faut avoir connaissance et qu'il faut maîtriser. Donc je vous invite, en fait, de toute façon vous allez avoir beaucoup de gens qui vont aller s'amuser avec leurs unités de siège autour du temple. Regardez un peu comment ça se passe, regardez à quelle vitesse le temple va spawner des gardiens, et voyez comment les gardiens agissent. Et vous allez voir qu'en fait les gardiens vont aller en ligne droite vers les assaillants. Quelqu'un qui arrête d'attaquer n'est plus une cible. Et si tout le monde arrête d'attaquer, toutes les troupes qui ont été invoquées, donc tant les prêtres que les troupes de combat, vont disparaître. Et du coup, ça simplifie grandement les choses. Donc voilà un petit peu les skills qui sont proposés par le temple pour sa défense. Ce qui fait que, en gros, au niveau tactique, eh ben c'est vite vu, hein, il faut pouvoir détruire les prêtres le plus rapidement possible. Il faut pouvoir contrer la menace des troupes euh, et tout en attaquant le temple. Donc pour attaquer le temple, c'est vite vu, il faut que les plus grosses alliances le rallient. Et du coup, ce que je vous conseille, c'est d'organiser donc avec tout le royaume la prise du temple, de donner une heure à laquelle vous êtes certain d'avoir tout d'abord les plus gros rally leads et puis un maximum d'alliances disponibles. Et vous vous mettez ici pour les rally leads. Aucune autre troupe ne doit être à cet endroit-là parce que sinon ça va gêner la lecture de la carte. Et ça va être un enfer en fait pour les chefs. À l'arrière ici vous pouvez mettre les prêtres. Ici et de l'autre côté ici les troupes qui vont servir à renforcer les rallyes au fur et à mesure du combat. Si on dézoome, une alliance à chaque point cardinal. Ce que je vous conseille, c'est simplement le top 4. Hein. Avec donc au nord et au sud, le but du jeu ce sera de détruire très rapidement les prêtres, et est et ouest, possiblement les deux plus grosses alliances pour s'occuper des troupes de combat. Essayez de faire la police par rapport à tous ceux qui vont avoir leurs prêtres qui vont balancer, vous savez, les zones d'effet. C'est vraiment atroce d'avoir ça en permanence. Donc essayez de dire à vos gars d'éteindre les prêtres et de les rallumer plus tard. Donc voilà. Après ça, l'idée, si possible, lancer un ralliement de 10 minutes. Donc choisissez une heure. Par exemple, dites, voilà, à 23h40, on lance un ralliement tous de 10 minutes. Là, ce qu'il faut, c'est que le rally lead, le principal rally lead, le plus fort de votre serveur, c'est celui qui doit tanker. Et il faut qu'il soit légèrement en avant de tout le reste, pour être sûr qu'il soit le premier à fracasser le temple. Parce que dans ce cas-là, c'est lui qui va pouvoir tanker, c'est lui qui va être focus par le temple. Donc c'est lui qui prendra le plus de pertes. C'est aussi lui qui infligera le plus de dégâts, hein, normalement. Donc voilà. Cela étant dit, au niveau des rallyes, ce qu'il faut, donc faut savoir que les troupes à l'intérieur du temple, c'est du T8 cavalerie. Donc, si vous voulez infliger un maximum de dégâts, ce qu'il vous faut, c'est de l'infanterie pour contrer. Idéalement, c'est du minimum T7. Donc, essayez d'organiser très tôt dans le jeu. Lorsque vous êtes en zone 2, commencez à préparer vos gars. En zone 2, on commence à débloquer petit à petit les T7.
Donc, dès la zone 2, dès votre arrivée en zone 2, commencez à pousser les gens à débloquer des T7 infanterie et à en entraîner suffisamment. De toute façon, ça va vous être très utile pour les sanctuaires, parce que les sanctuaires sont également protégés par de la cavalerie. Donc en ayant de l'infanterie T7 très tôt, vous aurez un avantage énorme pour tous ces combats. Et donc y compris évidemment le temple. Euh, et une alliance qui arrive avec un peu n'importe quoi, et une alliance qui arrive full infanterie, si les stats sont à peu près les mêmes entre les différents rally leads, bah, celle qui arrive avec full infanterie va passer devant et aura de meilleures récompenses. Donc vous avez tout intérêt à imposer à votre alliance d'avoir suffisamment d'infanterie. Et donc l'idée de faire un ralliement de 10 minutes, c'est évidemment de pouvoir faire la police dans votre ralliement, de pouvoir retirer les gens qui envoient de la cavalerie ou des archers, et jusqu'à avoir en fait un ralliement full infanterie T7. Euh, on peut imaginer avoir de la cavalerie dedans, il n'y a pas de souci. C'est juste que c'est beaucoup plus efficace d'avoir de l'infanterie. C'est ce qui infligera le plus de dégâts. Au niveau des héros, pour diriger votre ralliement, vous avez en gros deux grands choix. Mais ce qu'il faut, de toute façon, c'est avoir des héros qui soient fournis avec des bonus barbares. Donc les deux grands choix, et après il peut y avoir tous les mélanges possibles, hein, mais en gros, il faut soit Hanzo en lead, Temujin en second, soit pour ceux qui ont moins de moyens financiers, surtout à ce stade du jeu où on est relativement proche hein, du début du jeu, donc tout le monde n'aura pas ces deux-là éveillés. Donc pour un rally leader d'une plus petite alliance, eh ben, on peut très bien imaginer avoir Vlad ou Timur et en secondaire Belisarius. Ça fonctionnera très bien aussi. C'est juste que, bah, évidemment, avec les deux légendaires, bon, bah, ça fera beaucoup plus de dégâts. Il n'y a pas de secret, mais l'autre groupe fonctionnera aussi très bien. Là, vous pourriez me dire, ouais, mais du coup, tu nous dis de mettre de l'infanterie et tu mets des héros cavalerie. C'est pas un problème. C'est vraiment pas un problème. Parce que de toute façon, on ne va pas utiliser les bonus de combat cavalerie. On s'en fiche. Ce qu'on va utiliser, c'est de 1 leurs grosses attaques de rage. Donc par exemple, si on a Hanzo et Temujin, Hanzo, ça va être un debuff, donc une attaque spéciale accompagnée d'un debuff de la défense, suivi de Temujin qui va faire une énorme attaque sur la défense qui est rabaissée, qui sera à ce moment-là à 20% de debuff. Donc ça fera du dégât en plus. Donc, ce qu'on veut, c'est ça. Et après, on veut les bonus barbares. Le reste, on s'en fiche un peu. Et si vous avez votre rally lead qui a des bonnes stats d'infanterie, de toute façon, on s'en fiche que ce soit des héros cavalerie ou pas. De toute manière, étant donné que vous aurez des bonnes stats de base, votre infanterie tapera suffisamment fort. Et donc les skills des héros, les compétences de rage, vont faire du gros dégât. Il n'y a pas de souci. Et donc voilà un petit peu comment va fonctionner l'attaque. Et après ça, globalement, comme dans tous les combats un petit peu longs, eh ben, il faut être en mesure éventuellement de renforcer les ralliements pendant le combat. À savoir que nous, on a attendu suffisamment dans ce royaume, et du coup, quand on a attaqué, bon, il n'y a jamais eu besoin de renforcer les rallyes en fait. Hein. Ça a été, on est rentré comme dans du beurre, et le temple s'est pas défendu. Hein. Ça a été simple. Globalement, le temple, c'est un événement qui donne des ressources, des récompenses qui sont
énorme. Essayez de pousser tout votre royaume à venir participer. C'est important pour tout le monde. Euh, Toutes les alliances qui participeront auront des récompenses. Il faut vraiment qu'elles viennent. Ensuite, l'alliance qui va faire le plus de dégâts va rentrer dans le temple. À ce moment-là, vous aurez la possibilité d'accéder aux 4 hôtels qui sont là. Les hôtels, c'est vite vu en fait. Si l'alliance qui est dans un hôtel n'est pas alliée à l'alliance qui est dans le temple, et ben l'hôtel va infliger des dégâts réguliers au temple. Et donc les gens vont perdre des troupes. Euh, pour vous donner une idée, je suis resté un jour dans un temple avec mes 4 troupes euh, et pendant 1 heure. Et on avait du coup un hôtel qui appartenait à une alliance ennemie. J'ai eu 60 000 morts en 1 heure. Donc voilà, c'est la douloureuse. Non, j'ai pas eu 60 000 morts, j'en ai un peu moins, mais j'ai eu beaucoup de blessés, enfin j'ai eu beaucoup de pertes. Euh, et tout ça sans qu'ils aient besoin d'attaquer le temple, hein. C'est automatique, eux ils prennent rien, ils prennent aucun dégât, c'est juste le temple qui se fait attaquer. Et donc le but du jeu c'est que l'alliance qui soit dans le temple s'allie avec les autres grosses alliances pour tenir les différents hôtels pour éviter que les gens perdent des troupes pour rien. Après ça, donc juste après la capture, vous allez avoir les récompenses de la première capture. Et cette fois-ci, comme c'est un événement de royaume, la première capture, oui, la première capture, ça va être pour tout le monde, en fonction du classement de dégâts infligés. Évidemment, le top 1 gagne des récompenses superbes, au niveau du 10e, c'est pas terrible. Et ensuite, il y a, comme pour les sanctuaires, euh, la récompense d'avoir tenu, donc la récompense de défense, euh, qui, elle, est une récompense vraiment, vraiment énorme. Euh, et du coup, ce que je vous conseille vraiment vivement de faire, afin d'aider votre royaume à créer une cohésion d'ensemble, c'est que l'alliance qui capture le temple et qui va le garder donc pendant les 4 heures jusqu'à la mise en place du bouclier, retirer les fermes, retirer les inactifs, retirer ceux qui servent à rien, et inviter des gens du royaume de toutes les alliances pour qu'ils aient des récompenses. Parce que c'est tellement énorme que vous allez permettre d'aider vraiment différents joueurs comme ça. Nous, dans ce royaume, c'est ce qui s'est passé. Donc moi, j'étais dans l'alliance RPG1 à l'époque, et l'alliance d'Est, qui avait le meilleur joueur, a pris l'assaut le temple, et on en a discuté sur le fait d'aller dans leur alliance pour avoir des récompenses. Ils ont dit oui, et ils m'ont dit, bah écoute, c'est toi qui as organisé la prise, donne-nous la liste des gens qui viennent chez nous. Et du coup, ils m'ont donné un certain nombre de places que j'ai attribuées entre différentes alliances. En gros, je les ai attribuées entre les alliances qui ont activement participé à la prise du temple, pas aux autres. Tant pis, elles avaient qu'à être là. Et puis après, chaque alliance était libre d'envoyer les personnes qu'elle voulait. Et donc, tous les joueurs désignés ont pu recevoir de superbes récompenses. Une fois qu'on a pris le temple, eh ben, on gagne pas mal de choses. Parce que le temple va permettre, tout d'abord, d'avoir accès aux titres. Donc on a un certain nombre de titres, on a 3 titres militaires, au niveau des bonus, hein. On a 2 titres de ressources, on a un titre de recherche, et un titre pour les recherches des docs. Et puis après, on a des titres pour les vilains. Donc on a 3 titres de combat, un titre de mouvement, un titre de ressources et un titre de recherche. Donc voilà un petit peu ce à quoi on a le droit. Après, à savoir que
la reine, le chancelier et le maréchal peuvent nommer les ducs, juges, trésoriers et ingénieurs. Et peuvent également donner les titres un peu nuls qui sont là. À part les titres, on gagne aussi les Kingdom Blessings. Donc c'est ces coffres-là. Donc ces coffres-là qui donnent tous à peu près le même genre de choses, sauf qu'évidemment en fonction de la qualité du coffre, c'est pas les mêmes quantités. Donc par exemple, le Legacy donne 1500 or, 80 heures d'entraînement, 3 coffres d'or, un relocalisateur au choix et une réserve niveau 4, donc c'est 20 000. Et puis au fur et à mesure, bah, ça tombe, hein. Donc là on n'a plus que 10 000 ici, toujours un relo normal, 800, à peine 800 or, plus que 500 or, toujours 10 000, mais cette fois-ci c'est un relo d'alliance uniquement. Et le plus petit, qui est avec encore moins de matériel. Tout ça, c'est gratuit à utiliser. La seule chose, c'est que le roi ne peut rien se donner à lui-même. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de toujours, si jamais vous pratiquez le fait de faire tourner le temple entre les différentes grandes alliances, que je vous conseille, hein, pour éviter des guerres intestines bêtes et méchantes, c'est de donner au roi précédent un bon coffre. Parce que être roi, c'est beaucoup d'emmerdement. Entre les insultes que vous pouvez vous prendre, le boulot d'avoir à tenir les listes de tous les gens qui demandent du titre pendant un événement, parce que vous pouvez vous retrouver avec 15 personnes qui attendent le titre de recherche, et vous devez le donner aux bonnes personnes au bon moment. Du coup, au bout d'un moment, c'est un peu le bazar, et ça vous fait du boulot, en plus. Si vous avez à prendre des décisions qui sont parfois douloureuses, vous allez vous faire insulter. Être roi, c'est pas de tout repos. Vous n'y gagnez rien. Vous avez juste le titre de roi qui vous donne un bonus au combat. Mais à part ça, vous y gagnez rien du tout. Et en plus, tout le monde va analyser tout ce que vous allez faire. Étant donné que vous êtes le roi, en fait, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Du coup, honnêtement, vous méritez vraiment celui-là de coffre, hein, le gros. Donc donnez-le vous entre vous, les rois. Faites-le sans problème. Personne ne va vous juger, hein, de faire ça. C'est complètement normal. Après ça, vous avez des décrets qui coûtent de l'or, hein, pour être activés, qui vont donner des bonus dans différents domaines en fonction de ce que vous voulez. Par exemple, celui-là est utilisé en général juste après le KVK pour récupérer les troupes, et puis les autres peuvent être utilisés pour les différents événements, mais à chaque fois ça coûte de l'or. Donc ne vous sentez pas obligé en tant que roi d'utiliser des décrets. Ça coûte de l'or, vous faites ce que vous voulez de votre or. Moi personnellement, quand j'ai été roi, j'en ai pas utilisé un seul, hein. Parce que c'est cher. Je voulais, j'ai regardé le coût, j'ai fait non. Je n'avais pas assez d'or pour ça, tant pis. Après, vous avez des compétences qui vous permettent de faire certaines petites choses rigolotes. Par exemple, on peut réduire les dégâts infligés aux troupes du royaume. Donc ça, c'est pour les KVK. On peut donner des bonus à des troupes pour marcher plus vite, pour aller faire des raids. Tout ça, c'est pour du KVK, hein, de toute façon, etc. Donc voilà. C'est intéressant, mais pareil, c'est coûteux. Ça sert à rien, c'est juste pour voir qui a été roi. Et ça sert à envoyer des mails à tout le royaume. Et voilà. Donc je vous ai un peu parlé déjà de la partie PVP, hein. C'est-à-dire que de toute façon, quand il y a une bataille du temple, c'est vite vu, il faut contrôler les différents hôtels pour pouvoir ensuite contrôler le temple. Si ceux qui contrôlent le temple n'ont pas les hôtels sous contrôle de leur alliance ou d'alliance alliée, ils peuvent garder le temple, mais ça va leur coûter très cher. Donc il faut vraiment posséder les hôtels. Maintenant sur la carte, ce qu'on n'a pas vu, c'est
ces zones-là qui sont à l'est et à l'ouest. Donc voilà, donc la zone est est là, juste devant l'hôtel est, et la zone ouest est ici, juste devant l'hôtel ouest. Donc qu'est-ce que c'est que ces zones? Eh bien, ce sont des zones qui vont être utilisées pendant le Kingdom Expedition. Le samedi, lors du Kingdom Expedition, vous avez la partie PVP du KVK. Et en fait, la zone du temple va être complètement bloquée. Elle est inaccessible depuis l'extérieur. Donc ici, c'est fermé. Ici, c'est fermé. Et ici, c'est fermé également. Alors, du coup, eh ben, ces deux zones que je vous ai montrées, bah, ce sont les zones par lesquelles les joueurs vont arriver. Cette zone-là ici, c'est la zone des défenseurs du royaume. Et la zone ouest, du coup, c'est la zone la zone est, pardon, c'est la zone des assaillants, des envahisseurs. Donc, sur cette zone-là, nous avons en fait deux petites zones à l'intérieur. On a donc la zone globale. Ça, c'est la zone où vous allez avoir, en gros, c'est une zone de sécurité. Vous ne pouvez pas avoir vos troupes attaquées dans cette zone. Elles ne risquent rien. Donc si jamais vous voulez les mettre à l'abri, bah, il suffit d'aller dans cette zone-là. Et ici, là, cette petite zone-là, c'est là où il va y avoir l'équivalent d'un camp de frontière. Donc il sera là, et il suffira de cliquer dessus pour mettre en place vos troupes ici. Si vous faites juste créer la troupe va se mettre là. Après ça, vous pouvez directement rallier, et ça va créer la troupe également au bon endroit, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, ça va un petit peu comment ça va marcher. Lorsqu'on fait le KVK, à savoir que lors des 5 premières minutes, le temple sera fermé. Le temple sera sous bouclier. Et à partir du moment où, pendant qu'il est toujours sous bouclier, les joueurs de l'Alliance qui le tiennent vont être en mesure d'envoyer des troupes à l'intérieur. Ce qui fait qu'au moment où le bouclier tombe, normalement, il y a déjà une garnison à l'intérieur. Donc il est déjà tenu par le royaume défenseur. Ou pas. Parce qu'évidemment, il va y avoir, avant cela, tout plein de combats déjà dès le début. Parce que globalement, ce qui va se passer lorsque la zone va s'ouvrir, c'est que les troupes ici vont sortir, vont s'affronter dans toute cette zone-là. Et puis, peu à peu, il y a très rapidement un royaume qui va prendre l'avantage. Que ce soit l'un ou l'autre, c'est pas forcément les assaillants qui s'en sortent. Notamment parce que les assaillants vont perdre les bonus d'alliance. Ils vont avoir un bonus de 10% pour avoir gagné la première partie du KVK, mais ils vont perdre les bonus d'alliance. Donc potentiellement, ils vont se retrouver à l'amende si les alliances ont de meilleurs bonus au combat parmi les défenseurs. Et on va se retrouver avec un camp qui va il va être mis dans les cordes, il va rester dans sa zone, et tous les autres vont être là comme ça en train de l'encercler et de dire vas-y maintenant, sors de là. et voilà. Et du coup, peut-être que les troupes qui tenteront de rejoindre le temple vont se faire intercepter et vont se faire taper dessus. Normalement, elles devraient être en mesure de rejoindre le temple au début, au moins au tout début. Et donc voilà. Après ça, je vous dévoile pas toutes les tactiques parce que du coup, j'ai envie de pouvoir vous mettre des déculottés lorsqu'on se rencontrera, mais voilà un petit peu comment fonctionne la zone du temple, ce que vous pouvez faire avec, etc. J'espère que cette vidéo vous aidera. Et puis voilà. N'hésitez pas à poser des questions si jamais vous en avez. Et puis moi je vous attends dans le jeu. Allez, salut tout le monde.